Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun. Et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour un fiscaliste, un homme politique burkinabé, ancien député à l'Assemblée nationale du Burkina, Alexandre Sankara est avec nous. J'ai envie de l'appeler honorable, le fiscaliste ou encore, comment on vous appelle finalement, le vice-président du PUR? Quelle est l'appellation qui vous sied le plus? Vice-président du PUR, ça me va. Ouais. En tout cas, bonsoir Alexandre Sankara. Bonsoir Ismaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tellement rare aujourd'hui les acteurs politiques qui ont fui les plateaux des débats. Ouais. Alors, pourquoi vous continuez à accepter les invitations des médias? Parce que les débats doivent continuer. C'est dommage effectivement que les acteurs politiques fuient les débats. Mais je comprends bien que l'ambiance actuelle, beaucoup ont peur. Pas seulement d'aller au front, mais surtout d'être jeté en pâture sur les réseaux sociaux par diverses personnes qui ne supportent pas la contradiction. Mais bon, moi j'ai dit que j'ai appris à parler depuis longtemps, donc je ne peux pas me taire. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut avoir le courage de le dire. Et donc moi, je continue à faire ce que je connais faire le mieux, c'est de parler pour dire ce que je pense. Et ça, bon, je pense que je suis... En tout cas, à mon avis, dans le bon chemin. Est-ce que souvent on vous a dissuadé au sein de votre famille d'arrêter de parler sur les médias? Oui, parfois. Des amis, des parents me disent non, écoute, tu n'es pas seul. De toute façon, tu n'as pas profité comme certains, donc pourquoi tu continues à parler? J'ai dit, mais il faut bien que des gens parlent. Que ce soit pour soutenir ou pour ne pas soutenir, il faut que les gens parlent. C'est le pays là, c'est pour nous. Le Burkina nous appartient tous et chacun, quel que soit le niveau qu'on se trouve, doit parler. Si tout un homme politique, je pense que il n'y a pas de moment où un homme politique doit dire non, je ne vais pas parler parce que j'ai peur de ceci ou de cela. Non. Moi, en tout cas, je m'inscris en faux complètement par rapport à ça et j'invite les gens à parler parce que c'est dans la discussion, dans les échanges que nous allons trouver la meilleure formule pour bâtir notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de recul, avec notamment ce refus catégorique d'une tranche de la population qui ne veut pas la contradiction au Burkina Faso? Oui. Ça, il faut avoir aussi l'honnêteté, le courage de le dire, de le reconnaître. Il y a un recul. Aujourd'hui, et c'est cette atmosphère-là dont je parlais tantôt qui justifie, à mon avis, que beaucoup qui ne veulent pas voir leur image écorchée, qui ne veulent pas qu'on insulte leur maman, leur papa sur les réseaux sociaux, préfèrent rester chez eux tranquillement et puis suivre. Il y a un véritable recul. Moi, j'ai dit aux gens, nous, quand je parle de nous, je parle des Sankaristes par exemple, nous avons fait une opposition avec les pro-Blaise pendant 27 ans. Mais les débats étaient sains, les débats étaient politiques, les débats c'était argument contre argument. On n'a jamais... Je défie quiconque de voir dans les écrits, que ce soit les pro-Blaise ou les pro-Sankara, de voir où on écrit une publication, une interview où on s'attaque à la vie privée des gens. Non. On a toujours parlé, discuté, échangé, on s'est combattu, mais dans l'élégance. Malheureusement, c'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens n'ont plus d'arguments, c'est insulter les mamans, insulter les papas, rentrer dans la vie privée pour dire qu'il a fait ci, il a fait ça. Donc, ça fait qu'on oublie même le fond du débat. Ce qui a suscité les débats, là, il faut remarquer, à chaque fois quand quelqu'un soulève une idée, on laisse ça et on commence à parler de sa vie privée. On dit oui, il est comme ça, son papa était comme ça, lui-même il a fait ci. Et tout le monde s'embarque dedans et on oublie le débat principal. Est-ce que cet état de fait vous désole pour le Burkina Faso? Oui, ça moi quand je vois ça, je suis complètement malade. Des fois je vais aussi abandonner, hein, ça j'ai dit la vérité, je vais faire comme les autres, mais j'ai dit non. Il ne faut pas que ces gens-là aient raison de nous. Non, les bonnes gens doivent prendre le dessus sur les mauvaises gens. Et c'est ça qui me motive à continuer à parler, à venir à vos invitations. Oui. Mais du coup, l'autre question qu'on a pu se poser, comment vous faites pour faire
face à une telle adversité, quand on sait que certains n'arrivent pas à tenir? Oui, il faut avoir, c'est vrai, le dos large. Et puis, bon, c'est dire que quand on accepte aussi d'être un homme public, bon, il faut accepter. C'est vrai que le Burkina, on n'avait pas connu ça. De voir qu'on s'en prend à la vie privée des gens. On attaque même des fois l'intimité des gens. Mais on n'a jamais connu ça. Bon, mais, donc ça peut effectivement amener à se dire, bon, écoute, est-ce que ça en vaut la peine que pour un point de vue que je donne, qu'on insulte mon papa ou ma maman sur la place publique? Est-ce que ça en vaut la peine? On peut être amené à se poser cette question-là. Mais bon, quand on réfléchit loin aussi, on se dit, bon, si tout le monde se met dans cette posture, c'est dit que c'est eux qui auraient gagné. C'est ceux-là même qui veulent polluer les débats publics là qui auraient gagné. Donc il faut qu'en face, les gens continuent avec raison, argumentation et lucidité, continuent donc à animer les débats publics. Donc pour Alexandre Sankara, la formule demeure intacte. Aucune gouvernance n'est parfaite qui puisse éviter qu'on fasse des observations ou des critiques constructives. C'est pas possible. Oui. Comme vous les journalistes, vous avez cette formule qu'on ne gouverne pas innocemment. C'est pas possible. Même Sankara, qui est mon idole, que nous défendons là, mais les gens l'ont critiqué à l'époque. Moi-même, je les critique aujourd'hui. Il n'y a pas de gouvernance sans défaut. Non, mais c'est les critiques qui permettent justement d'améliorer cette gouvernance-là. Mais quand on ferme la porte à la critique, je parle de la critique objective, quand on ferme la porte à cette critique-là, bon, ça veut dire qu'on est prêt à aller accepter toutes les dérives aussi. Est-ce qu'Alexandre Sankara a peur d'être amené au front un matin pour avoir donné son opinion sur la gouvernance du pays? Non. Ça aussi, c'est un autre problème. Il ne faut pas qu'on galvaude le front. Le front ne devrait pas être une punition. Aller au front ne devrait pas être une punition. Il y a 70 000 à 100 000 Burkinabés qui se sont inscrits volontairement pour être VDP. Et il y a encore des centaines de jeunes qui postulent. Voilà. Il n'y a même pas de place pour les prendre. Donc, aller au front devrait être un acte patriotique et non pas un acte de punition. Donc, il faut même que cette façon de faire, qu'on la change. Moi, si on me dit d'aller au front, ben, j'irai. Mais j'aurai des remarques à faire si on me dit d'aller au front parce qu'il y a eu de la critique ou des observations sur tel ou tel aspect de la gouvernance. Alexandre Sankara, vous avez parlé tout à l'heure de ces débats pro-Blaise et pro-Sankara en son temps. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période démocratique où le débat était libre au Burkina Faso? Oui, ça, je suis nostalgique. Comme je disais tantôt, on avait des débats épiques, c'est vrai, épicés, pimentés, surchauffés, mais dans l'élégance, dans la courtoisie et dans l'esprit que celui qui est en face de moi, c'est un Burkinabé. Ça manque beaucoup. Est-ce là aujourd'hui des remords pour vous qui avez pourfendé pour certains la démocratie au Burkina Faso? Oui, bon, on a pourfendé effectivement la démocratie sous Blaise Compaoré et on avait les raisons de le faire parce que il y avait beaucoup d'écueils, d'imperfections, mais la démocratie, c'est un processus continuel de construction. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France avec l'élection au Parlement où on doit reprendre les élections parce qu'il y a eu des bourrages d'une. Donc, c'est même les pays où on dit que c'est genre de tradition démocratique là, il y a toujours besoin de construction. Mais à l'époque, nous, on faisait ce combat-là et on n'a pas eu tort de le faire. Parce que ça aboutit à l'insurrection, ça aboutit à des élections post-insurrectionnelles où, pour une fois, en tout cas, quelqu'un a gagné sans qu'il y ait des fraudes massives, etc. Et ça, on doit reconnaître que les acteurs de l'époque ont fait leur travail. Est-ce que la démocratie a un avenir au Burkina Faso avec tout ce qu'on a comme ambiance et contexte aujourd'hui? Mais Churchill a dit que la démocratie, c'est la pire des formes de gouvernance, excepté toutes celles qu'on a essayées jusqu'à présent. C'est pour dire quoi? Bon, il n'y a pas autre chose pour désigner ceux qui doivent conduire les hommes. Moi, je discute souvent la plupart du temps avec les gens. Je dis, bon, qui arborent la démocratie, qui dit non. Je dis oui, je suis d'accord. La démocratie, elle a des travers, elle a surtout celles que nous pratiquons ici. Mais ce n'est pas la démocratie elle-même qui a des problèmes. C'est nous les hommes. Regarde, je prends un seul exemple. Vous voyez ce qui s'est passé avec Joe Biden. Où, au sein du Parti démocrate, des sénateurs, des députés, des grands cadres
ont appelé publiquement à ce que le président se retire de la course. Si c'était ici, ces gens-là, non seulement allaient être exclus du parti, on allait les pourchasser, les martyriser, les affecter à Gorom ou parce qu'ils ont osé demander à un président en exercice qui est leur candidat de se retirer. Mais là-bas, personne n'a été inquiété. Mieux, le candidat lui-même, effectivement, a reconnu que ces gens-là ont raison et a décidé de se retirer. Si c'était ici, non seulement il ne allait pas se retirer, il allait forcer pour se présenter, tout en sachant qu'il va perdre, donc il va faire perdre le parti, et tous ceux qui lui ont demandé de ce parti-là vont avoir des problèmes. Donc vous voyez que ce n'est pas la démocratie qui a un problème, mais c'est nous les hommes qui pratiquons la démocratie. Donc je pense que, et chaque fois je dis également aux gens, à mes contradicteurs, je dis bon, moi je suis d'accord que la démocratie n'est pas bonne, mais trouvez-moi un autre système où nous allons désigner de façon consensuelle ceux qui doivent être devant. Si au Burkina Info ici on décide, bon, on doit désigner quelqu'un pour être devant, il faut bien qu'on arrête les mécanismes ensemble pour dire, bon, voilà comment nous allons désigner celui qui va être devant. Mais on ne peut pas en même temps dire que le mot qu'on utilise jusqu'à présent n'est pas bon, mais en même temps on n'arrive pas à trouver un autre mécanisme qui nous permette de désigner les gens. Moi j'ai dit, je vais bien, si les Africains, puisqu'on dit que la démocratie c'est pas endogène, il faut qu'on trouve un système, un moyen endogène. Moi je suis prêt. Si aujourd'hui, les chercheurs, en tout cas tous ceux qui réfléchissent là, arrivent à sortir une formule pour dire, bon, désormais, voilà comment nous allons désigner des gens, et tout le monde est d'accord, moi, on se met dedans. Parce que sinon, bon, ça va être à qui mieux, c'est celui qui a la force. Est-ce à dire clairement que ce débat-là n'a pas de sens quand on parle de démocratie africaine et démocratie occidentale? Oui, chez moi, ça n'a pas de sens. On peut l'appeler démocratie ou autre chose, mais le système, c'est de trouver des moyens de désigner ceux qui doivent. Puisque nous sommes 22 millions ou 25, il faut bien qu'on trouve quelqu'un, les moyens de dire, bon, c'est Ismaël qui va être notre président. Sinon, si on se dit, bon, il faut qu'on sorte tous pour se mettre dans une arène, on va se frapper, celui qui le seul qui va être vainqueur, comme la lutte traditionnelle, celui qui va être président, mais on l'adopte. Si on dit, bon, on va se tirer avec des fusils, le survivant va être le président, mais on l'adopte. Mais il faut que ça soit acté, accepté par tous. Sinon, ben, ça va être, aujourd'hui, on fait des élections, demain, on fait des coups d'État, après-demain, on fait des insurrections, etc., etc. On ne va pas s'en sortir. Le Burkina a expérimenté pratiquement tous les systèmes de gouvernance. On pourrait le dire, coup d'État, démocratie, coup d'État, insurrection. À la lumière de ces différentes observations, qu'est-ce qu'il faut retenir comme le mode le plus représentatif du peuple au Burkina finalement? Ben, ce qui est le plus représentatif et le plus consensuel, c'est la démocratie. C'est-à-dire laisser les gens librement aller mettre le bulletin, d'aller choisir celui qu'ils veulent pour être leur président, leur conseiller, leur député ou autre. Ça, pour moi, on n'a pas, comme je disais, on n'a pas encore trouvé un autre système qui soit mieux que ça. Comme tu le disais, on a expérimenté tout. Il y a eu le soulèvement populaire de janvier 66. Oui. On a expérimenté, après ça, on a expérimenté les démocraties, on a expérimenté les coups d'État, on est revenu on a même expérimenté les insurrections, on est revenu au coup d'État. Donc, la seule chose, et ça, il faut qu'on fasse très, très attention, ce qui nous reste à expérimenter, c'est la guerre civile. Ah ça, il ne faut pas le souhaiter pour le Burkina Faso. Oui. Oui. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. C'est la seule chose, c'est le seul mécanisme que nous n'avons pas encore expérimenté. Et il faut qu'on travaille à éviter ça. Parce que si le jour où on va rentrer dans ça, ça va être très, très grave. Ça dit qu'il faut que les Burkinabés prennent conscience de la dangerosité de ce qui peut nous arriver éventuellement à l'avenir. Bien sûr. Il faut qu'on prenne conscience. Voilà pourquoi c'est maintenant ou jamais qu'on doit poser les débats sereinement, tranquillement, sans passion, pour dire qu'est-ce qu'on fait à l'avenir pour que le système que nous allons mettre en place là soit accepté par tous. Ce débat-là doit être posé, on ne peut pas le fuir, parce que tôt ou tard, on va revenir à ça. Aujourd'hui, la transition doit durer 5 ans, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire, bon, il faut qu'on continue avec ça, et si d'autres Burkinabés disent qu'ils ne sont pas d'accord? Parce que moi, j'ai dit toujours aux gens, nous sommes tous capables et nous avons tous les mêmes droits pour dire que je vais être président. Ça, c'est un droit donné à tous les Burkinabés. Maintenant, si chacun se lève et dit qu'il veut être président,
Comment on nous départage? Est-ce que c'est avec les armes? Est-ce que c'est avec les gourdins? Est-ce que c'est avec des pierres? On ne sait pas. Il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour nous départager. Oui, Ismaël est burkinabé, Alexandre est burkinabé, Ibrahim Traoré est burkinabé. Bon, mais nous voulons être tous présidents. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit, il faut donner la chance à chacun de pouvoir dire, bon, j'ai été ou bien j'ai essayé, mais les Burkinabés ont dit non, ils ne me veulent pas. C'est la meilleure façon d'éviter les problèmes. Sinon, bon, on connaît aussi les limites objectives des coups de force. Est-ce à dire clairement qu'on ne doit pas fuir le débat sur l'avenir du Burkina Faso? Parce qu'on a l'impression que les gens esquivent la question avec beaucoup de subtilité aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est maintenant qu'on doit poser les débats. Et moi, c'est ça justement, je crois, on a toujours dit que les régimes d'exception, enfin les régimes de transition sont les meilleurs régimes pour aborder les questions qui fâchent. C'est quand tu es élu, bon, il y a certains sujets, tu évites parce que tu ne veux pas écorcher les électeurs, etc. Mais aujourd'hui, on doit être en mesure de poser tous les débats, surtout les débats qui fâchent, et trouver des solutions pour l'avenir. Moi, c'est ça, j'attends impatiemment avec cette transition. Il ne faut pas qu'on se contente de gouverner. Ils ont bien dit au départ que doit y avoir des réformes profondes de l'État et de la société burkinabé. Ça, c'est nécessaire. 5 ans, on doit pouvoir le faire. C'est ce que les gens avaient voulu sous l'insurrection de 2014. Oui. On a dit non, il faut aller vite, un an c'est bon. Or, il fallait donner du temps pour qu'on mette en place vraiment, qu'on revoie de fond en comble ce qui doit être revu et que pour que tous ceux qui vont venir après là puissent s'engouffrer sur un boulevard déjà balisé, etc. On n'a pas pu le faire. On a cette fois-ci l'occasion de le faire. Et moi, j'invite en tout cas les autorités de la transition à s'inscrire dans cette logique-là. Il ne faut pas qu'on fuit les débats. On doit les poser et trouver les solutions pour l'avenir. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un débat encore plus serré au Burkina quand on a une catégorisation des citoyens entre apatrides et patriotes dans l'opinion qui est menée aujourd'hui comme débat dans la caricaturation des citoyens aujourd'hui? Oui, ça c'est dommage qu'on soit arrivé à cette caricaturation-là. Les gens comparent avec la... J'ai dit non. Sous la Révolution, nous, on parlait des réactionnaires et révolutionnaires. Ce n'était pas une catégorisation sociologique, c'est une catégorisation idéologique. Voilà. Moi, je suis révolutionnaire, toi, Ismaël, tu es réactionnaire. Donc, on confronte nos idées et on se combat. Mais quand on rentre dans l'apatride et patriote, c'est un débat, c'est des catégorisations sociologiques, c'est très grave. Donc, mais ça peut finir. Celui qui doit faire finir ça, c'est les autorités qui peuvent faire finir, mettre fin à ça, c'est les autorités. Il suffit seulement qu'on siffle la fin de la récréation, qu'on mette, qu'on mette en garde ceux qui mènent ces débats-là, cette catégorisation-là, et puis ça va finir. Parce qu'il faut qu'on revienne à des meilleurs sentiments. Comme j'ai dit là, moi j'ai envie qu'on redépose les débats sans passion, avec sérénité, mais avec fermeté. Voilà. Alexandre Sankara, récemment, on a vu que vous en avez souffert après les assises. Ouais. Vos prises de position n'ont pas du tout fait l'unanimité. Est-ce que vous en avez particulièrement eu des séquelles, on a envie de dire ainsi? Oui, j'ai été vilipendé, insulté. Comme je disais, bon, les gens m'appellent pour dire non, il faut que tu arrêtes, pourquoi tu t'exposes? Je dis non, je ne m'expose pas. Je dis ce que je pense. Il y a des séquelles, mais j'essaye de les surmonter. Or, ce sont des prises de position normales. Moi, j'ai dit, je ne suis pas un soutien aveugle. Moi, vous savez, tous ceux qui s'excitent là, personne n'a pris autant de risques que le PUR pour l'avènement du MPSRD. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Si vous refouillez nos déclarations, dès le 31 septembre, je pense que nous étions, avec le mouvement Sens, les deux seuls partis politiques qui ont fait une publication pour appeler nos militants à sortir pour soutenir la prise du pouvoir par les jeunes capitaines. Mais à ce moment, je ne les connaissais même pas. Mais parce que j'avais marre d'Ibrahim et de Damiba, je voulais qu'ils partent, quel que soit celui qui va les remplacer. Imaginez-vous si le coup avait échoué. C'est nous qu'on allait venir, Damiba allait nous faire fusiller. Le 2 octobre, nous avons encore fait une publication pour dire, on appelait nos militants à aller à Camboinsin, parce que semblerait que, voilà, avec les Français,
Damiba est en train d'organiser pour reconquérir. Nous avons encore fait cette publication. Quelque temps après, quand Ibé a rencontré, quand il a fait son premier interview, je crois que c'était avec vous, tu étais là-bas, avec la première grande interview avec Ibrahim Traoré. Quand je l'ai écouté, je l'ai suivi, j'ai fait une déclaration où j'ai dit mon soutien à la transition, c'était par dépit, mais maintenant c'est par conviction. Par dépit au départ, parce que j'avais un dépit pour le régime de Damiba, donc je soutenais les MPSR, je soutenais la transition déclenchée par Ibrahim Traoré. Mais maintenant, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mon soutien devient un soutien par conviction. Donc voilà, ça c'est des éléments concrets. Sans même chercher à les connaître, à les voir, non, c'était pas mon problème. Mais si le coup n'avait pas marché, je crois que nous, aujourd'hui, on serait en prison. Donc voilà des gens aujourd'hui qui ont attendu que les choses se tassent, que tout aille bien, bon, qui croient que c'est eux les meilleurs soutiens de Ibrahim. Mais non, mais moi j'ai dit, il faut avoir un soutien objectif. Quand ça va, moi j'ai dit que ça va. Quand ça ne va pas, j'ai dit que ça ne va pas. Par exemple, les arrestations, j'ai dit, sur une chaîne, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas arrêter les gens pour un oui, pour un non. Il ne faut pas envoyer les gens au front parce qu'ils donnent leurs opinions. Ça, demain, je vais le dire aussi. Et j'ai dit aussi, je ne soutiens pas Ibrahim Traoré, je soutiens la transition. Les gens se sont offusqués. J'ai dit, mais moi, je suis un révolutionnaire. J'ai été formé pour ça. Les révolutionnaires ne soutiennent pas des individus, ils soutiennent des causes. Parce que quand vous soutenez des individus, c'est ça qui amène les problèmes là. Après, on va dire qu'il y a le groupe de Ibé, il y a le groupe de Yabré, il y a le groupe de Sorgo. C'est ça qui a tué la révolution du Katout. Les gens ont soutenu des individus. Ah voilà, c'est les partisans de Blaise. Oh non. Quand vous déclenchez une révolution, c'est la cause. Et ceux qui vous mettez en tête là, on doit être en mesure de les remplacer à tout moment. Tant que, parce qu'il peut mourir, voilà, il peut mourir du jour au lendemain. Mais si c'est celui que vous soutenez et non pas la cause, il y a un problème. Voilà ce que j'ai dit. Les gens ont dit oui. Ouais, j'ai dit, mais je le maintiens. Je soutiens la transition parce que c'est ça la cause qui nous mobilise tous. Et Ibrahim Traoré, ce sont les révolutionnaires. Enfin, nous l'avons mis devant juste pour conduire. Si demain Ibrahim est incapable, mais on doit être en mesure de trouver quelqu'un d'autre pour conduire cette cause-là. Voilà des idées. Les gens qui n'ont pas reçu de formation, qui ne comprennent rien, qui pensent qu'il faut sortir, chanter, oui, vive Ibrahim Traoré. Non, c'est pas ça le plus important. Et du coup, on a l'impression que ces moments, de ces périodes à aujourd'hui, vous n'avez pas été compris. Bien sûr. Et donc, ce sont les soutiens de la 25e heure aujourd'hui du capitaine Traoré qui s'arrogent tous les privilèges. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez des remords par rapport au traitement qui vous est réservé? Non, aucun remords. Comme je dis toujours, quand tu es dans la vérité, tu restes dans la vérité. Parce que moi, de toute façon, nous, on ne soutenait pas pour avoir quelque chose. Comme je vous ai dit, Ismaël, nous avons fait la déclaration le 31 septembre sans savoir même. Deux structures. Hein. Deux structures. Ouais. Oui, c'est le mouvement Sens et le PUR. Mais après, où s'est trouvé Hervé Cap? Ce n'est pas en prison. Mais imaginons que le 1er septembre, la Damiba avait pris le dessus. C'est nous, on allait chercher les leaders de ces deux partis-là pour emprisonner. Parce que nous avons osé appeler publiquement les gens à sortir. Moi, je ne connaissais même pas qui était derrière. On ne savait même pas qui était derrière. C'est après, j'ai vu une publication de Newton Ahmed Bari qui dit un capitaine venu de Kaya. On a commencé à chercher, mais c'est qui? Et on a découvert que c'est Ibrahim Traoré. Donc vous voyez que nous, on est sincères. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est les gars de la 25e heure qui s'arrogent tous les droits. Et nous, et malheureusement, même au niveau des autorités, ils se laissent prendre à ce jeu. Parce que nous, le PUR est aujourd'hui un peu ostracisé pour les prises de position de ces leaders. Mais j'ai dit non, nous sommes honnêtes, nous sommes sincères. Nous n'avons pas attendu de connaître les Ibrahim Traoré pour dire que nous soutenons les mouvements qu'ils ont déclenchés parce que Damiba allait nous conduire dans les chaos. Est-ce que vous avez été rencontrer le président Traoré depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir? Non. Il n'a jamais fait une démarche auprès du PUR? Non. Le PUR non plus n'a pas fait la démarche? Non plus, mais bon, dans un autre cadre plus organisé, on a cherché à les rencontrer, mais demande d'audience formelle, on n'a jamais été reçu, que ce soit au niveau de la présidence comme au niveau de la primature. On n'a jamais été reçu. Bon, après, on n'a plus insisté. Nous, mais on cherche. Ceux qui cherchent à les rencontrer, c'est peut-être pour négocier des postes. De toute façon, il est dit, hein, tous ceux qui sont venus, moi, je sais qu'il n'y a pas mon nom là-bas parce que je n'ai jamais. Si vous partez à la présidence, je n'ai jamais mis Alexandre Sankara demande d'audience, que ça soit officiel ou non officiel, jamais. Ce n'est pas dans mes pratiques, non.
Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, bon, voilà. Si on estime après que, voilà, lui là, on a besoin de lui pour X ou autre chose, bon, je réponds présent, mais sinon... Est-ce à dire aujourd'hui que vous lancez un appel indirect au président de nous associer à la gouvernance actuelle du pays? On est déjà associés, puisque le fait de m'asseoir avec toi pour parler là, Ismaël, je donne des idées. Donc, on est associés, je ne vais pas plus. Oui, mais il y en a qui sont dans une autre dimension, peut-être pour être ministre, être député de la transition, entre autres. Non, moi, d'abord, j'ai dit, par exemple, plusieurs, que ce soit sous Damiba ou sous Traoré, pour aller à l'AET là. Je ne me suis même pas intéressé. J'ai dit non. Moi, j'ai fait peut-être une quinzaine d'années de député. Je n'ai plus rien à prouver là-bas. J'ai fait ce que je pouvais faire. Tout le monde le reconnaît aussi. Bon, je fais autre chose maintenant. Non, le problème, ce n'est pas chercher les postes. Non, pour moi, le problème, c'est apporter des idées pour l'amélioration de la gouvernance de notre pays. On peut le faire en étant dans son atelier de tailleur, on peut le faire en étant dans son bureau comme fonctionnaire, comme je le suis actuellement, on peut le faire en étant ministre, en étant député, etc. Ça, maintenant, nous sommes 22 millions de Burkinabés, comme j'ai dit. C'est les responsables qui s'assoient et disent, bon, moi je vais faire ça, et j'ai besoin d'Ismaël pour m'aider à faire ça, parce que, voilà, en matière de communication, Ismaël, c'est le meilleur. J'ai besoin de lui à mes côtés. Et tout le monde doit respecter ça. Mais maintenant, on ne doit pas dire, on ne va pas appeler Ismaël parce que Ismaël a été critique. Ça, c'est pas bon. Non, on ne doit pas dire, oui, Ismaël est bon, j'ai besoin de lui, mais comme il m'a critiqué là, je ne vais pas travailler avec lui. Ça, c'est des méthodes... Alors, le président a annoncé, ce n'est pas exclu qu'il y ait un gouvernement ou encore un réaménagement gouvernemental. Ça court de partout. Ouais. Est-ce que dans les coulisses aussi, au niveau du PUR, ou même Alexandre Sankara éventuellement, fait des pieds et des mains pour être appelé au gouvernement? Jamais. Celui qui peut sortir dire que ce soit Ibrahim ou n'importe quel autre. Regardez Tambela, c'est un sangariste. Depuis qu'il est nommé Premier ministre, moi je ne l'ai jamais rencontré. Non. Il y a plein de ses conseillers qui sont nos propres camarades des sankaristes, du mémorial, etc. Je n'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais cherché. Quand on se voit aux cérémonies sociales ou choses, on parle, mais non. Non. Moi, je ne fais pas de pieds et des mains pour rencontrer. C'est vrai qu'actuellement, c'est la ruée vers l'or. Hein. Voilà, les gens courent. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Même quand j'étais dans les partis politiques, ça n'a jamais été ma méthode. Moi, j'estime toujours que on doit reconnaître ton mérite et on dit, on a besoin de ce monsieur-là. Il est vraiment bien. S'il vient avec nous, il peut nous apporter quelque chose. Sinon, si tu te lèves pour aller, on peut te donner parce que tu es venu. Mais est-ce que véritablement tu peux apporter quelque chose? Est-ce que finalement, quand on est dirigeant, on doit se méfier de ceux qui font la courbette pour avoir un poste de responsabilité? Oui, moi, il faut vraiment se méfier de ces gens-là. Il faut plutôt penser à ceux qui ne viennent pas là, parce qu'ils sont honnêtes. Mais ceux qui viennent faire des courbettes, ah, tu sais, moi je suis comme ça, je peux faire ci, je peux t'apporter ça. Au lieu même de se contenter de ça, il dit non, Ismaël, là, s'il vient, il faut t'en méfier parce que plusieurs fois, il n'est pas clair. Tu vois? Non. Ça, c'est des pratiques... bon, malheureusement, ça court... hein, ça ne peut pas finir, malheureusement, parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent que faire ça. Et malheureusement, mais des fois, les autorités prêtent une oreille attentive à ça. C'est ça qui est dommage. On ne peut pas empêcher aux gens de faire des courbettes, de courir, aller égorger des chiens rouges pour être ministre ou député. Mais celui qui est responsable, qui doit prendre la décision là, doit savoir comment j'appelle les gens autour de moi pour apporter des solutions, pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Alexandre Sankara, est-ce que vous pensez que pour les 5 années à venir, le président Ibrahim Traoré doit changer de cap? Oui, à certains endroits. Pas à tout. Il faut reconnaître l'objectivité, de reconnaître qu'il a des caps où c'est très très bien. Notamment aujourd'hui l'offensive agricole. Moi, je suis complètement subjugué par ça. Le fait de permettre aujourd'hui à notre armée de pouvoir s'équiper. Moi, je suis complètement séduit par ça. Le fait de vouloir rompre avec les anciennes pratiques néocoloniales que nous avons dénoncées sous la Révolution, je suis en phase avec ça. Mais à certains égards, il y a des choses à améliorer. Tantôt, on disait, il faut qu'on arrête de catégoriser les Burkinabés en apatrides et en patriotes. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on libère la parole. On ne peut pas enfermer la parole pendant 5 ans. On a pu le faire pendant 2 ans, mais pendant 5 ans, ça va être extrêmement difficile. Il faut libérer la parole, laisser les gens s'exprimer, et puis rassurer les Burkinabés que nous sommes
On veut 5 ans parce qu'on veut construire un processus à la fin duquel les Burkinabés vont être en mesure de reprendre librement les droits et de désigner les dirigeants de façon libre. Il faut que ces caps-là, on les sente dès maintenant. Alors, est-ce que dans ce changement de cap-là, il faut un gouvernement politique en place désormais au Burkina Faso? Oui, puisque les problèmes sont politiques. On vous dit la question, elle est militaire. Oui, même les questions militaires sont politiques. Sankara a dit que un pays qui se respecte ne confie pas sa défense à l'armée seulement. Oui, même les questions militaires sont politiques. Tout est politique. Dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas politique. Non, tout est politique. Ibrahim Traoré, il est capitaine, il est militaire, mais il fait de la politique. Parce que quand on arrive à être chef de l'État, on fait de la politique. Vous voyez, regardez aujourd'hui au Mali. Alors, la différence quand même avec nous, c'est qu'ils ont pu mettre un politique comme Premier ministre qui arrive à... Voilà, et ça marche quand même bien. Après, donc vous souhaitez que le capitaine Traoré mette un homme politique aujourd'hui comme Premier ministre au Burkina? Mais un homme politique, c'est un Burkinabé. Oui, moi je ne dis pas... Est-ce que vous pensez que les soutiens du capitaine vont l'accepter aussi facilement? Il ne s'agit pas de dire... Oui. Ce n'est pas affaire d'hommes politiques ou non, de mettre l'homme qu'il faut. Oui. Voilà, c'est tout. Si on trouve qu'un politique peut gérer le Premier ministère, on met un politique, mais on ne peut pas dire non, comme il est politique là, on ne va pas les mettre. Il y a des bons politiciens. Moi, j'ai dit, vous voyez, on a jeté tous les politiques dans le même sac. Ils disaient non, c'est eux qui sont les malheurs de notre pays, c'est qu'eux, ils ne sont pas bons. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je n'ai pas causé de malheur au Burkina. Je ne suis pas un mauvais politicien. J'ai dit, vous voyez, je vais prendre je vais caricaturer, tu vas comprendre, Ismaël. Dans l'opinion, avant que les Ibrahim Traoré n'arrivent, dans l'opinion publique, tout le monde disait notre armée est pourrie, c'est des gars avec des bédaines, des corrompus, incapables de faire. Donc on avait jeté tous les militaires dans le même sac. Mais il a fallu qu'on donne l'opportunité à Ibrahim Traoré de gérer le pays pour qu'on sache que tous les militaires ne sont pas corrompus, que tous les militaires ne sont pas pourris, qu'il y a des militaires braves, courageux, patriotes. Mais si on jette aussi tous les politiciens dans le même sac, comment on va savoir que moi, Alexandre Sankara, je ne suis pas corrompu, je ne suis pas pourri, je ne suis pas mauvais? Il faut qu'on accepte qu'il y a des politiciens vertueux. Il faut qu'on accepte qu'il y a des politiciens qui aiment ce pays, qui ont toujours aimé ce pays, qui aimeront ce pays. Il faut qu'on accepte que les politiciens, ce sont des citoyens. Et ce que sont les politiciens là, c'est les reflets de notre société. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Moi, je le dis tous les jours. Les politiciens là, on n'est pas allé sur la planète Mars les prendre, venir déposer au Burkina, dire ah, ça c'est les politiciens burkinabés. Nos parents sont burkinabés, nos mamans sont burkinabés, nos frères. Donc, ce qu'est la société burkinabé, nous sommes aussi comme ça. Et ça dit clairement qu'on ne peut pas écarter la classe politique de la gouvernance du Burkina Faso. Si vous écartez la classe politique, vous écartez des Burkinabés. Voilà, pourquoi on dit pas... Mais certains vous diront que c'est le cas depuis maintenant presque 2 ans. Oui, et le pays ne s'en porte pas mal. Ok, si le pays s'en porte mieux, bon, c'est ce que nous, les politiciens, on recherche. Moi, je suis quelqu'un, je ne rédis pas mon passé. Je ne vais pas m'asseoir devant toi et dire non, il faut laisser les... Non. Moi, j'ai fait la politique par conviction et par engagement. Je pense que je n'ai pas fait un mauvais choix. Donc, je ne vais pas accepter qu'on me jette dans une mare dans laquelle je ne me reconnais pas. Moi, je suis un bon politicien, je suis un Burkinabé. En tout cas, je pense que de tous ceux qui vilipendent les politiciens aujourd'hui, là, si on doit nous aligner, je ne serai pas les derniers patriotes ni les derniers vertueux. Peut-être je serai meilleur même que la plupart d'entre eux. Donc, j'ai dit, il faut qu'on en finisse avec ça. On rassemble les Burkinabés et on dit, bon, tu es politicien, tu es de la société civile, tu es coutumier, tu es religieux, tout. Quels sont les meilleurs parmi nous pour diriger cette transition, pour qu'on aille ensemble? Voilà, moi, ma préoccupation. Ibrahim Traoré doit chercher les meilleurs fils de ce pays. Il y en a. Parmi les politiciens, il y en a. Parmi les commerçants, il y en a. Parmi les religieux, tout ce que vous voulez, toutes les composantes du pays là, il y a des meilleurs fils et des meilleures filles qu'on peut chercher pour dire bon, nous avons un problème, mettons-nous ensemble pour gérer le problème pour un temps donné. Est-ce que le changement de cap voulu par certains, en tout cas pour les 5 ans à venir, c'est de mettre en place véritablement un gouvernement d'union nationale? Bon,
Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux pour savoir... Ce sont des hypothèses qui sont avancées par certaines personnes. Il a annoncé, en tout cas, les airs et maniements. Bon, d'union nationale ou pas, moi, je ne rentre pas dans les qualificatifs. Hein. Pour moi, l'essentiel, c'est que tous les Burkinabés se sentent concernés par le gouvernement qui va sortir. Ça me va. On l'appelle Union nationale, le gouvernement d'ouverture, ça peu importe. Mais quand je vais voir le gouvernement, je vais dire, ah. Quand mon voisin va voir le gouvernement, il va dire, ah. Mais si mon voisin... Le gouvernement non plus ne peut faire l'unanimité à 100%. Quand je dis comme ça, c'est pour dire qu'il faut que la majorité des citoyens se reconnaissent. Quand les citoyens ne se reconnaissent pas, bon, ceux qui vont être appelés à la tâche là, on beau être... mais il y aura des freins. Voilà. Donc l'essentiel pour moi, c'est qu'on sente que il n'y a pas des Burkinabés qui sont mis de côté, d'autres sont privilégiés et d'autres ne sont pas privilégiés. Non. Moi, j'ai dit toujours, nos seuls ennemis aujourd'hui, ce sont les terroristes. Voilà. Qu'ils soient en campagne ou en ville, c'est nos ennemis. Donc, tout le combat, tout l'acharnement doit être dirigé vers eux. Si tu es Burkinabé et puis tu es terroriste, là, c'est ton problème. Mais sinon, si tu n'es pas terroriste, les restes là, non, ils critiquent, ils disent ceci, ils disent cela. Ça, c'est normal. Même pendant la guerre du Vietnam, il y a des Américains qui n'étaient pas d'accord. Même pendant la guerre avec l'Irak, il y a des Américains qui n'étaient pas d'accord. Même la guerre d'Algérie, il y a des Français qui ont marché dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, qui critiquaient. Donc ça, on ne peut pas finir avec ça. Mais l'essentiel, c'est qu'on amène la majorité des gens à suivre la marche et à dire, vraiment, cette direction qu'on a prise là, c'est la meilleure direction et nous devons tous aller ensemble dans cette direction. Alors, il y a une image qui a marqué l'opinion ces derniers temps au Burkina, c'est ce monde-là, plus de 2000 jeunes qui se retrouvent au stade municipal de Ouagadougou pour un recrutement de 23 postes. Est-ce que, Alexandre Sankara, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, il faut que rapidement le gouvernement actuel s'attaque à cette question du chômage des jeunes au Burkina? Ouais. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai dit, ah. Mais auparavant, j'ai des petits frères, des cousins qui m'ont dit, ah, ils vont aller... Mais moi, je ne savais pas que c'était. Mais après, je vois, j'ai dit, mais il y a une marche au stade. On dit non, c'est pour déposer un concours de la Poste où on cherche 200... 23, voilà, 23, postes, merci, 23 postes. Bon, ça donne à réfléchir. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, notre système, on n'a pas réussi à trouver, en tout cas, un meilleur système pour résorber le chômage. Ça, c'est un véritable problème. Et ce n'est pas eux qui l'ont créé, non, je parle parce que... C'est un ensemble, les multiples, toutes les gouvernances ont leur part de responsabilité. Oui. Ça veut dire que jusqu'à présent, la question de l'employabilité des jeunes, enfin, de façon, la question de l'employabilité des gens, on peut être vieux et chercher du travail, n'a pas encore trouvé une réponse idoine. Pourquoi? Parce que le problème, c'est à plusieurs niveaux. Moi, pendant la campagne, je disais aux gens, remarquez, quand moi je discute, quand je rencontre les étudiants, je demande qu'est-ce que tu veux, tu es dans quelle filière? Non, moi je fais banque finance, comptabilité. J'ai dit, bon, il y a combien de banques? À l'époque, il y avait une dizaine. Et vous pensez que 10 banques peuvent recruter 2000 étudiants qui sortent du coup avec leur BTS en banque finance? Tout le monde veut faire banque finance, assurance. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pendant ce temps, on dit que nous sommes un pays agricole et d'élevage. Montre-moi l'école d'agriculture et d'élevage au Burkina. À part l'école... bon, oui, mais... Oui. Mais ce n'est pas encore suffisant. On devrait plutôt multiplier les écoles d'agriculture et d'élevage comme on multiplie les écoles de banque, finance, comptabilité, etc. Pourquoi on laisse ça et on multiplie ces genres de choses? Je ne dis pas que ce ne sont pas des filières importantes, non. Mais je veux dire, on a, dans le monde agricole, on peut créer beaucoup d'emplois. Dans le monde de l'élevage, on peut créer des centaines de milliers d'emplois. Voilà pourquoi moi j'ai dit l'offensive agricole que le gouvernement a lancée, le président Ibrahim Traoré a lancé, c'est vraiment une très bonne chose. Il faut que les gens prennent ça au sérieux parce qu'on peut créer des milliers et des milliers d'emplois dans l'agriculture. Oui, mais si on reste toujours dans les schémas standards, bon, je fais une formation, j'attends un concours, ou bien j'attends qu'un oncle qui est bien placé me trouve du travail. Mais ça, c'est quelques individus qui vont pour passer à travers les mailles du filet, mais la majorité vont toujours rester en marge. Investir dans l'agriculture et l'élevage pour sortir la jeunesse burkinabé de la précarité. Un autre élément qui fait l'actualité au Burkina, c'est la pression fiscale. Alors, vous êtes fiscaliste aujourd'hui. Est-ce que sur ce plan-là,
le gouvernement gagnerait à revoir la copie pour sauver le secteur privé et éventuellement permettre à des jeunes d'entreprendre normalement? Mais vous savez, cette affaire de presse, c'est lié. Quand il y a une crise économique, ça c'est récent. C'est qui premièrement? Ça c'est récent, c'est les hommes d'affaires, les entrepreneurs. Et quand ils ressentent, c'est qu'ils ne peuvent pas payer leurs impôts. Voilà la difficulté. Voilà. Alors, donc, il vaut mieux remonter, résorber la crise économique, permettre aux entreprises de fonctionner, de travailler, d'avoir des marchés, enfin, de réaliser des bénéfices, etc. Alors, moi j'ai dit, il y a un véritable problème. Est-ce que quand vous êtes dans une crise comme la nôtre, multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire, sociale, politique, économique, il faut faire des choix. Est-ce qu'on peut résoudre toutes ces 5 crises-là en même temps? Il faut faire des choix. Bon, apparemment, on a fait le choix de résoudre la crise sécuritaire et humanitaire d'abord. Bon, mais ça a des conséquences sur la crise, sur l'économie. Vous voyez, aujourd'hui, la dette, tout le monde parle de la dette intérieure. Bon, et si elle n'est pas payée, comment vous voulez que l'entrepreneur puisse aller payer, même si on baisse la pression fiscale, comment vous voulez que l'entrepreneur puisse aller payer ses impôts quand elle dit, ah, on voit ça tous les jours dans nos guichets, ah oui, depuis j'ai déposé mes factures au trésor, ça fait 6 mois, 1 année, je ne suis pas payé. Bon, comment vous voulez qu'elle paye ses impôts? En même temps, l'agent des impôts qui joue son rôle, il faut que l'argent rentre dans les caisses de l'État pour que justement l'État puisse acheter les armes, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel, si vous rentrez, il faut vite s'en sortir. Et pour vite s'en sortir, c'est difficile dans un contexte pareil parce que, bon, on n'a pas assez d'argent pour relancer l'économie. Il faut être honnête, on n'a pas assez d'argent. Vous voyez que on demande aux citoyens... Il y a des emprunts obligataires aussi qui sont régulièrement faits. Voilà, qui sont obligatoirement faits. Et on demande aux citoyens chaque jour de contribuer avec le fonds patriotique là. Ouais, donc tout ça montre que... et c'est normal, puisque, bon, quand vous êtes dans une gouvernance comme le nôtre, où c'est des militaires, bon... Tous les bailleurs disent non, on ne veut pas financer les états d'exception, etc. Surtout que nous avons fait aussi... Il est de plus en plus question aussi l'option de la souveraineté qui est mise en avant aujourd'hui. Surtout que nous avons aussi fait l'option de rupture, d'être souverain, etc. Bon, ça aussi, ça s'assume. Hein. Donc, il faut s'attendre à ce que les choses se compliquent davantage parce que, bon, plus on appuie sur cette option-là, plus les ressources externes vont se faire rares, mais ça veut dire que nous devrons être en mesure à l'interne. C'est ça aussi, il faut que la souveraineté là soit accompagnée de beaucoup de réflexions pour dire quels sont les ressorts que nous disposons à l'interne pour pouvoir supporter cette souveraineté-là. Moi, je suis pour la souveraineté, ça, il n'y a rien à dire, mais... C'est connu. C'est connu, mais bon, il faut que les citoyens soient prêts à en payer le prix. Alexandre Sankara, vous êtes fiscaliste. Beaucoup de jeunes qui créent des entreprises disent on ne s'en sort pas parce que dès que vous créez les impôts, ce n'est pas une vie facile. Vous êtes fiscaliste, je répète, je reviens là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut trouver des mécanismes pour encourager les jeunes entrepreneurs, pour que les entreprises puissent tenir au moins sur quelques années avant de pouvoir leur mettre la pression comme il se doit? En fait, ça existe déjà. Malheureusement, je ne sais pas, chaque fois, les gens se disent, je dis, mais ça existe. Quand tu crées une nouvelle entreprise, tu as 1 année pour ne pas payer les impôts. Oui, tu as 1 année. Quand tu crées une entreprise, tu n'as pas, ça ne marche pas, tu n'as pas d'activité. Il faut juste écrire aux impôts pour dire, bon, réellement, mon entreprise là, voilà les difficultés qu'elle rencontre. Donc, je demande, voilà, une suspension, voilà. Mais j'ai dit, tout ça, c'est prévu dans nos textes. Et les agents des impôts, là, ce sont des humains. Quelqu'un est venu me voir un jour. J'ai dit, mais est-ce que tu es allé les expliquer ton problème? Il faut aller les expliquer d'abord. S'ils refusent de te comprendre, moi, je vais aller intervenir. Et il est allé expliquer. Mais il est revenu me dire que mais lui, il ne savait pas qu'ils étaient. J'ai dit, non, c'est parce que vous pensez de dehors que les gars sont assis. Non, c'est des Burkinabés. Ces mesures-là existent. Peut-être qu'il faut davantage les renforcer, surtout pour effectivement les jeunes entreprises qui naissent. Mais surtout aussi, il faut mettre l'accent sur la communication. Parce que j'ai dit là, beaucoup de dispositions existent, malheureusement, qui sont méconnues. Les gens se jettent dans l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas la fiscalité qui les crée problème. C'est même parce que, tu vois, quand tu n'as pas... Tu crées mon entreprise parce que je connais Ismaël qui est DG de Burkina Info. Il va me donner le marché
de nettoyage de Burkina Info. Juste, j'ai créé mon entreprise pour ça. J'ai fini de créer mon entreprise, pam, j'appelle Ismaël qui dit non, je ne suis plus à Burkina Info, moi, je sais, mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait? Le nouveau DG, je ne le connais pas. Beaucoup de gens sont dans ça. Et après, on ne peut pas payer les impôts. C'est une question de vision, de planification dans la création des entreprises. Oui. C'est une question de vision, de planification dans la création de l'entreprise. Voilà. Voilà qui est bien dit, on évolue dans l'émission. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre consacré naturellement à l'avenir des OSC et des partis. On en a longuement parlé. Vous pensez qu'il faut désormais lever la mesure du 30 septembre 2022? En tout cas, moi j'ai toujours plaidé pour la levée de cette mesure depuis longtemps. Parce que j'ai toujours dit, je ne vois pas l'utilité. Franchement. Dis-moi en quoi ça entrave la bonne marche de la transition, ou que ça entrave la reconquête du territoire, que les partis politiques soient libres de leurs activités. Je ne vois pas. De toute façon, les partis politiques ont montré leurs dispositions à soutenir. Ils sont même allés rencontrer Ibrahim par 2 fois pour réaffirmer qu'ils soutiennent la transition. Je ne vois pas aujourd'hui, même si on dit que la suspension est levée, je ne vois pas aujourd'hui comment les partis politiques vont s'inscrire dans une autre dynamique. Donc, moi, surtout que on a dit, surtout que la mesure en elle-même, franchement, elle n'est pas équitable, puisqu'on a dit partis politiques et OSC. Mais quand tu remarques, les OSC mènent leurs activités normalement. Donc, déjà, ne serait-ce que pour ça, bon, il faut se dire, bon, on va les mettre tous sur le même pied d'égalité. On lève. Le Mali, de toute façon, a annoncé les couleurs. Je pense sincèrement que on va peut-être évoluer. On va être dans le suivisme du Mali? Non, pas dans le suivisme. Si c'est des bonnes actions, il faut imiter. Mais c'est pour dire qu'on ne devrait même pas attendre que le Mali les fasse pour que nous, on les fasse. Mais je pense qu'il n'y a plus, en tout cas à mon avis, des raisons qui justifient aujourd'hui. Il n'y en avait même pas d'ailleurs, même dès le départ, qui justifient qu'on suspende les activités des partis politiques. Le Premier ministre avait déclaré qu'ils ont besoin de sérénité pour travailler. Mais les partis politiques n'empêchent pas la sérénité. Au contraire, moi j'ai toujours dit, même sous Damiba, quand ils avaient suspendu, j'ai dit, vous savez, les partis politiques sont plus dangereux en hibernation qu'en activité. Au moins, quand ils sont en activité, bon, c'est connu, c'est par la loi, c'est encadré. Quand tu veux faire quelque chose, tu demandes l'autorisation au matériel, bon, tu fais. Mais si ça c'est interdit, ça veut dire que les gens agissent en bas. Voilà. Si ça c'est interdit, si on ne peut pas faire officiellement, si on ne peut pas faire normalement, ça veut dire qu'on va faire anormalement. Je ne dis pas qu'il puisse faire anormalement, mais j'imagine. L'homme a toujours été comme ça. Quand on l'empêche de faire quelque chose, il trouve les solutions pour contourner ça. Donc, on pourrait éviter ça simplement. Parce que, comme je l'ai dit, les partis politiques ne sont pas un obstacle à cette transition-là. Non. Je veux vous entendre sur le mois de juillet 2024, marqué par 2 événements majeurs. Le premier sommet de l'AES s'est tenu à Niamey au Niger, avec notamment le président du Mali qui assure désormais donc la présidence pour 1 année. Vous avez aussi le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja au Nigeria. Apparemment, c'était une course poursuite entre les deux. Chassé-croisé, on pourrait le dire ainsi. Alors finalement, AES, CEDEAO, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la perspective selon vous? Ah oui, ça c'est difficile à prévoir cette perspective-là, Ismaël. Bon, en tout cas, si on s'en tient aux déclarations des uns et des autres, notamment les dirigeants de l'AES qui disent que c'est une voie de non-retour, ça veut dire que bon, c'est fini, on claque la porte de la CEDEAO, on va construire l'AES tranquillement en espérant qu'elle va bouffer la CEDEAO. Bon, maintenant c'est l'avenir qui va nous dire qui aura raison. Mais moi je pense qu'on pouvait éviter tout ça. D'abord, la CEDEAO a mal agi, hein. Ça il faut reconnaître, avec les sanctions contre le Niger qui a mis le feu aux poudres. Bon, ça, eux-mêmes ils le reconnaissent aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que moi j'étais partisan pour que des chefs d'État travaillent à l'interne de la CEDEAO pour la réformer. Vous savez, ce qui manque à nos organisations là, c'est quand il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui parlent de la même voix. Imaginons si Ibrahim, Tchani et Goïta étaient au sein de la CEDEAO, au sommet pour s'opposer aux Alassane Ouattara et autres, Macky Sall et autres. Je pense que ça allait évoluer. C'est la même chose quand, des fois, au Parlement de la CEDEAO, quand tu es seul ou 2 à parler, ça n'évolue pas. Mais si vous êtes une masse critique à parler et à agir, ça fait bouger les choses. Donc moi, j'aurais préféré que nos chefs d'État là restent au sein de la CEDEAO, parce que quoi qu'on dise, c'est quand même un outil que nous avons, nos dévanciers ont mis en place, qui est l'un des meilleurs, les plus aboutis en termes d'organisation, de regroupements sous-régionaux, qui est l'un des mieux aboutis dans le monde. Ce n'est pas seulement en Afrique. Parce que, donc, on pouvait travailler à l'intérieur
à réformer. Deuxième chose, l'AES pouvait même être aussi au sein de la CEDEAO. Il y a beaucoup d'organisations, il y a les Liptako Gourma par exemple, voilà, il y a l'UEMOA, etc. Donc, nous, on pouvait se dire, bon, nous, on est dans CEDEAO, mais nous, pour des questions particulières comme qui concernent le Sahel, nous allons mettre en place une organisation pour ça. Mais bon, comme les uns et les autres disent, je suis d'accord avec le président Diomaye Faye qui dit, même si il n'y a pas de marche arrière, il faut, et ça c'est vital, il faut que l'AES et la CEDEAO collaborent. C'est-à-dire qu'à l'avenir, ces deux structures vont finir par se rallier. Non, ils vont s'entendre. Moi, je ne vois pas. De toute façon, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une guéguerre permanente entre des organisations sous-régionales. Vous êtes dans le même espace, etc. Il y aura forcément des questions à résoudre ensemble. Et ça, vous êtes obligé de vous parler, de signer des accords, etc. Donc, si la CEDEAO signe des accords avec l'Union européenne, avec la CEMAC, etc., ce n'est pas avec l'AES que ça va être plus difficile. Non, je pense que ça va évoluer, même si, comme je dis, même s'il y a un point de non-retour, mais forcément, les choses vont s'aplanir et la CEDEAO et l'AES vont collaborer. Parlons des relations diplomatiques entre le Burkina et certains de ses voisins. Je vais citer notamment deux, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les restantes déclarations du président du Faso, le capitaine Traoré, n'ont pas laissé indifférents naturellement ces deux pays-là. Est-ce que pour vous, il faut aller vers l'accalmie entre le Burkina et ses voisins? Oui. Non, il faut... On a même obligé. Vous savez, bon, avec la Côte d'Ivoire, c'est comme la langue et les dents. Hein. On doit pouvoir cohabiter sans qu'il y ait trop d'heures. Mais parce que, bon, on connaît les relations historiques, séculaires, voilà, et on a une forte communauté là-bas. Donc, on doit travailler à planir. Avec le Bénin, c'est la même chose. Dans tous les cas, quand vous êtes dans un espace avec les voisins, même dans un quartier, si vous ne vous entendez pas, si les deux voisins ne s'entendent pas, ça se ressent au niveau des enfants, au niveau des femmes, et après, ça contamine les autres voisins, etc. Donc, pour éviter ça, on a intérêt que ce soit nous, comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire, à ce que les choses deviennent à la normale. Et moi, je pense que ça va redevenir à la normale parce que, bon, les gens vont user des bons offices pour amener les uns et les autres. Parce que, bon, c'est des oui-dire. On dit, oui, la Côte d'Ivoire veut déstabiliser, le Bénin veut déstabiliser, mais, bon, ça, on peut résoudre ça avec la diplomatie, avec le dialogue, pour éviter l'affrontement. Parce que aucun, ça je suis formel, aucun des trois pays n'a intérêt à ce qu'on aille à l'affrontement pour gagner quoi. Comme on le dit, la guerre des pauvres. Pour gagner. On a d'autres priorités. C'est le combat contre le terrorisme, c'est la guerre économique, c'est la survie. Donc si nous ne nous mettons pas ensemble et laisser de côté les petites guerres là, mais les autres vont venir nous bouffer. Ah oui. Voilà qui est bien dit. Je veux qu'on termine l'émission par le mois d'août. Quand on dit mois d'août, on est rapidement accroché à l'histoire, notamment le 4 août 1983, la révolution d'août 83. 41 ans après, est-ce qu'au-delà des slogans, vous pensez que Thomas Sankara est véritablement valorisé au Burkina Faso? Vous voyez déjà que les problématiques de développement défendues par Sankara sont aujourd'hui saisies par les chercheurs, par les universitaires. Parce que l'idée, c'est de pouvoir conceptualiser tout ça, mettre tout ça à la disposition du grand public à travers des ouvrages pour que ça ne soit plus des simples, on part de gauche à droite, prendre une idée, non, mais des choses qui sont concrètes, qu'on peut aller trouver dans des ouvrages et mettre en œuvre. Et en plus, le capitaine Ibrahim Traoré, avec cette transition-là, ont réhabilité Sankara à plusieurs niveaux, par la parole, par les actions. Il a été érigé en héros national, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, incontestablement, le dossier Thomas Sankara, personne ne peut revenir encore là-dessus. Et au-delà même du Burkina, beaucoup de pays s'en inspirent. C'est pour dire que l'exemple qu'il a donné, la voie de développement qu'il a tracée, comme Valère Sommet l'a si bien dit, il n'y a pas d'autre chemin que celui tracé par Thomas Sankara. Mais pourquoi les héritiers de Thomas Sankara, dont vous faites partie, vous n'avez jamais été capable de vous unir? Il y a eu 41 ans de révolution, il y a eu 37 ans après donc l'assassinat de Thomas Sankara. On se rappelle de 15 octobre 1987, ça fait 37 ans maintenant. 41 ans, 37 ans, jusqu'à présent, les sankaristes n'ont jamais été capables d'avoir un front unique de lutte. Pourquoi?
Oh, pourquoi Ismaël, je ne saurais te dire. Est-ce que ce ne sont pas vos intérêts qui ont primé sur les idéologies même de Thomas Sankara? Oui, on peut dire que nous sommes aussi des hommes, hein, avec nos défauts, nos qualités. Voilà. Donc, c'est comme les Moussi disent, ce qui est sur les Peuls, là, c'est ça qui est sur les Moussi. Ce qui, je trouve, c'est les socialistes, les capitalistes, les communistes, c'est ça qui se retrouve, c'est les sankaristes, malheureusement. Sankara même le disait, le Burkina a les défauts des hommes, donc les sankaristes ont les défauts des Burkinabés. Mais c'est vrai, ta question est importante parce que les gens nous attendaient beaucoup sur ça pour qu'on puisse former un large front. Mais bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu le faire, mais moi j'ai espoir que, voilà, après ceux qui vont prendre la place, hein, parce qu'il y a quand même une nouvelle relève qui est en train de pointer à l'horizon et ils vont tirer les leçons de tout ça et puis se mettre ensemble parce que bon, on n'a pas le choix de toute façon. De toute façon, les réformes politiques à venir vont contraindre, hein, je pense, les courants politiques au regroupement. Sinon, il y a pas de, on ne pourra pas survivre. Et moi, je suis partisan de ça. Voilà. Regroupement, espoir, on s'arrête là. Merci à vous, Alexandre Sankara, pour avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci beaucoup, Ismaël, et à Burkina Info. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Plaisir partagé, on pourrait le dire ainsi. Ainsi s'achève notre rendez-vous de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Bonne suite de programme à tous et à chacun. Et on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.